On va pouvoir commencer. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Merci d'être ici au webinaire organisé par la Fédération des acteurs de la solidarité sur la santé mentale des jeunes en situation de précarité. Je suis Hugo Siassen, je suis chargé de mission santé à la Fédération. J'aurai en charge l'animation de ce webinaire. Ce webinaire, il s'inscrit dans un cadre plus large de webinaires sur la santé mentale des personnes en situation de précarité organisé par la Fédération. Le premier a eu lieu en décembre dernier. Le dernier était relatif à la santé mentale des personnes en situation de migration. Et nous nous retrouvons aujourd'hui autour des enjeux d'accompagnement des jeunes sur le volet de la santé mentale et des jeunes en situation de précarité. Je vais essayer d'être court. L'objectif de ce webinaire, globalement, c'est de visibiliser des ressources et des modalités d'accompagnement des jeunes en situation de précarité sur le volet de la santé mentale. Pour cela, nous avons aujourd'hui différents intervenantes et intervenants que je vais présenter maintenant. Nous avons Jean-Marc Antoine, administrateur national de la Fédération et coprésident du groupe d'appui national santé de la Fédération, qui nous présentera un petit mot introductif général avant les autres interventions. Nous avons la chance d'avoir aussi Marianne Offray, directrice générale de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, et Clara Oudaille, chargée de mission santé à l'UNAGE, qui présenteront du coup le guide Aller vers, aller mieux, paru l'année dernière. Nous avons également Jonas Campagne, qui est chef de service à l'association Labèche Solidarité, et plus précisément au CARUD Point de Repère, qui nous rejoindra et qui présentera le partenariat noué entre l'association et l'équipe mobile santé mentale et précarité sur la métropole lilloise. Et enfin, nous avons la chance d'avoir Nicolas Trujillo et Brigitte Vergès, qui sont respectivement coordinateurs du programme Un chez soi d'abord jeune à Toulouse et infirmière au sein du programme, et qui présenteront les modalités d'organisation du programme expérimental Un chez soi d'abord jeune, ainsi que l'accompagnement du public concerné. Sur l'organisation du webinaire, chacun et chacune aura environ une quinzaine de minutes pour faire son intervention, et on aura ensuite un temps d'échange global entre participants et intervenants. Vu le nombre de personnes présentes aujourd'hui, et je vous en remercie, on fera une modalité de questions-réponses via le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil du webinaire et au fil des interventions dans le fil de discussion, pour qu'on puisse les consigner et les poser ensuite aux intervenants lors du temps d'échange global. On est réunis aujourd'hui pour environ 2 heures. On est censé finir vers midi. Et petite précision, ce webinaire est enregistré afin d'être rediffusé sur notre chaîne YouTube. Cependant, il n'y a que les intervenants et intervenantes qui apparaîtront à l'écran, comme vous pouvez le voir. Et je crois que je n'ai rien oublié. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Marc Antoine. Merci Hugo, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'intérêt que vous avez porté à notre webinaire, puisque tout à l'heure, la responsable technique nous précisait que vous étiez à peu près 400. Donc merci, nous allons essayer d'être à la hauteur de vos attentes. Mais pour ce webinaire, moi, je vais être très court dans la mesure où votre intérêt réside essentiellement, je crois, dans des interventions et des intervenants par rapport à des expérimentations. Moi, je vais en rester un petit peu sur un plan général. Donc, notre fédération, je pense que si vous êtes inscrit, c'est que vous la connaissez un tout petit peu. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais sachez quand même qu'il y a à peu près 900 associations adhérentes et plus de 2000 services dans son ensemble, que c'est une fédération, pardon, constituée d'associations régionales au même titre que les régions administratives. En ce qui concerne ce webinaire, moi je vais donc être très, très bref. Je vais quand même faire de l'actualité puisque, pardon, avant-hier a été donné à la Cour des comptes des chiffres quand même particulièrement intéressants qui précisent que malgré les 3 milliards d'investissements en direction des jeunes, il y a quand même des lacunes importantes et il y a certaines propositions.
Les difficultés des jeunes dans leur ensemble, Hugo vous a dit tout à l'heure que notre fédération, c'était plus autour des 16-25 ans, mais par rapport à la Cour des comptes, c'est l'ensemble des adolescents, enfants et adolescents qui est pris en compte. Et le chiffre parle, il y aurait 1 600 000 enfants et adolescents manifestant des difficultés intrapsychiques, qui ne sont pas encore pour autant des syndromes psychiatriques, mais des manifestations de difficultés intrapsychiques, et seuls seraient à peu près 850 000 qui pourraient être suivis par l'ensemble des services du service public. Donc on voit bien l'inadéquation qu'il y a entre les besoins recensés et les réponses. La Cour des comptes fait quelques préconisations, à savoir qu'elle préconise que ce soit la maison des adolescents qui puisse servir de première ligne par rapport aux premiers besoins, et qu'ensuite les CMP puissent avoir leur pertinence vis-à-vis des situations qui seraient quand même un petit peu plus difficiles. En ce qui concerne quand même, ce qui doit nous alerter, c'est quand même le malaise qu'on trouve chez les enfants et plus particulièrement chez les adolescents, et la crise Covid nous l'a encore bien révélé. Nous avons quand même des morbidités importantes, puisque chez les adolescents entre 15 et 24 ans, on note qu'il y a un grand nombre de tentatives de suicide, et parmi ce grand nombre, il y en a 400 qui réussissent. Donc quand même un chiffre très, très important qui doit nous alerter par rapport à cette souffrance chez les jeunes. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que depuis la Covid, plus particulièrement, on parle de plus en plus de la santé mentale des jeunes, mais plus on en parle, moins il y a de potentiel de réponse. Ça, c'est un constat qui est fait, ce n'est pas uniquement notre constat à la Fédération, c'est un constat général que nous pouvons bien trouver sur l'ensemble des professionnels de la santé mentale, ou éventuellement de tous les acteurs de la psychiatrie ou de la pédopsychiatrie. Ce qui est quand même important, c'est qu'on s'aperçoit, même si l'enquête est un petit peu ancienne, puisqu'elle a une dizaine d'années, mais elle reste quand même aujourd'hui une référence, c'est l'enquête Samantha, c'est que près de 40% des jeunes de 18-25 ans présentent au moins des troubles psychiatriques sévères, soit avec une prévalence supérieure à la population globale, qui est de l'ordre de 31%. Donc, on s'aperçoit bien, même à cette période-là, qu'il y a une prévalence de difficultés psychiques chez les jeunes de manière importante. Et néanmoins, malgré cette ancienneté de l'étude, qui date de 2013, je le rappelle, on voit que celle-ci n'a pas été tellement prise en considération pour organiser les réponses aux besoins de ces jeunes, et en plus, aux besoins de ces jeunes, je dirais, des familles. Car il ne faut pas oublier que ces enfants et adolescents vivent avec des familles qui sont aussi en précarité, et aider aussi bien les parents, ça aide les enfants, et venir en aide aux enfants, ça aide aussi les parents. Nous avons, comme l'a dit Hugo, nous, c'est plus particulièrement le public en vulnérabilité. J'enlèverai la grande parce que je ne sais pas trop ce que c'est la grande par rapport à la petite, mais disons, restons dans un cadre de vulnérabilité où toutes ces familles sont mises en difficulté de par leur errance, de par les errances aussi, quelles que soient, parfois elles peuvent être institutionnelles, parce qu'elles ont évolué et que leur évolution fait qu'elles doivent quitter un service pour aller vers soit un appartement, soit encore un service transitionnel. Et ces enfants sont un peu ballottés, si je puis dire, déplacés, on dirait, et ces déplacements ont aussi des impacts non négligeables sur la continuité des prises en compte. Je parlerai plus de prise en compte que de prise en charge. Ça, c'est peut-être quelque chose qui me titille beaucoup. La prise en compte, c'est associer les personnes à la difficulté qu'ils ont et aux soins qu'ils doivent recevoir. Et ça me paraît beaucoup plus dynamique que la prise en charge, où bien souvent on demande aux gens d'être passifs, ou plus particulièrement d'être patients. Ce que nous remarquons en même temps dans le cadre de notre fédération, c'est que tout ce public en vulnérabilité est mis à mal par les évolutions qu'il fait, et les évolutions sont des évolutions positives, mais ça l'oblige parfois à des changements d'adresse ou des changements de zone géographique qui vont un petit peu à l'encontre d'une continuité de prise en compte, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Nous avons donc, nous voyons bien avec ces enfants aussi, quand ils arrivent à l'âge adulte, et c'est là la bascule entre 18 et 21 ans, où ils peuvent encore bénéficier de mesures jeunes majeures, mais après ils n'en ont plus, le bien fondé d'un programme comme celui que vont nous présenter Nicolas
et Brigitte sur le Un chez soi jeune. Je rappellerai quand même que notre fédération a soutenu, je veux dire corps et âme, si je peux m'exprimer ainsi, tous les programmes Un chez soi dès le départ, puisque sur l'ensemble des 4 sites expérimentaux, Paris, Lille, Marseille et Toulouse, 3 de ces organismes supports de ce programme étaient adhérents à notre fédération. Donc, nous sommes partie prenante et après que ce programme adulte ait été essaimé, puisque maintenant il serait parti quand même d'un nombre assez important et ça va continuer sur l'ensemble des territoires, le programme jeune, lui, reste toujours embryonnaire puisqu'il n'y a que 2 expérimentations, celle de Toulouse et celle pardon, de Lille, il reste toujours à 2. Nous constatons qu'il y a beaucoup de réticences pour qu'il puisse se développer, même si à Lyon, il y a une expérience très, très embryonnaire qui est un petit peu l'appendice du un chez soi adulte. Mais vous verrez et nous voyons bien l'importance de ce programme, qui plus est vis-à-vis des jeunes qui de 18 à 25 ans. Je vais m'en arrêter là. Je vous remercie de votre intérêt. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous, avec la possibilité d'échanger avec nos intervenants, qui sont tous de qualité que nous connaissons bien. Donc, je remets la parole à Hugo pour qu'il puisse continuer l'animation de ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Jean-Marc, et mon animation sera tout à fait légère puisque je vais tout de suite donner la parole à Marianne et à Clara. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, Hugo. Alors, on s'est un peu organisé avec Clara. Moi, je fais l'introduction et après, elle interviendra. Et puis, si éventuellement je repense à des choses, c'est un peu après. Mais ça devrait bien tenir dans le temps qui nous est imparti. On s'est chronométré hier. Alors, l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, qui est UNAGE, c'est ce qui fut un temps l'Union des foyers jeunes travailleurs et qui a changé de nom pour s'appeler Habitat Jeunes. Alors, peut-être on fera après le transfert d'image. Je ne sais pas qui maîtrise l'écran. C'est toi, Hugo? Non, c'est Naïma. Alors, Naïma, je pense que on va d'abord regarder ma tête avant de regarder le guide. Ok, ça marche. Je vais arrêter le partage. Voilà. Déjà que c'est un peu une situation curieuse de parler à des gens tout seul dans son bureau qu'on ne voit pas. Donc, voilà. Donc, l'UNAGE, ce fut un temps l'Union des foyers jeunes travailleurs. Ça a changé de nom dans les années 2000 pour rendre mieux compte du projet que cette affaire avait en son cœur, et c'est-à-dire de défendre un projet qui misait sur l'habitat pour émanciper la jeunesse. Donc, le logement est un appui sur lequel, voilà, ce n'est pas seulement du logement pour les jeunes, c'est un questionnement sur l'habitat au sens effectivement de l'animation socio-éducative et l'accompagnement global. Cette affaire-là, ça regroupe 300 adhérents en gros, qui distribuent en gros 45 000 logements sur le territoire. Et puis, au sein de ces établissements, il n'y a plus que des jeunes travailleurs comme il y avait à la création après-guerre de ces foyers, mais on appelle ça des résidences habitat jeunes, et ce sont des environnements qui sont assez mélangés. Donc, on parlait tout à l'heure des apprentis, des alternants, des jeunes actifs. Alors, on peut être à la fois un jeune actif et un mineur non accompagné, hein, on peut avoir différents statuts. Et tu disais, Jean-Marc, tout à l'heure, que tu ne savais pas ce que c'était la grande et la petite précarité. C'est vrai que c'est un peu subtil, mais on ne décrirait pas notre environnement comme étant effectivement un environnement qui accueille uniquement de la grande précarité. Alors, comme tu dis, tout ça est assez en partie subjectif, mais quand même en partie, ça a quand même des façons de se comporter, la grande précarité et la petite précarité. Et c'est d'ailleurs ce qui a présidé en fait à la création de ce guide. On s'est dit, on a l'impression que ça ne va pas très bien. C'était post-Covid, c'était dans notre axe de réflexion stratégique au sein de l'association. On avait des petites clochettes un peu partout qui laissaient penser qu'effectivement les jeunes n'allaient pas bien, n'allaient pas tellement mieux d'ailleurs en post-Covid que pendant le Covid d'ailleurs. Hein. Là, le Covid avait plutôt créé de l'épreuve et de la solidarité. Le post-Covid était un peu une décompensation d'un moment aigu. Et puis, on s'est dit, nous, on n'est pas des acteurs ni de la santé mentale, ni de la grande précarité, même si de fait, on accueille environ 20% au sein de
des établissements, on évalue à 20% les publics dits vulnérables, donc qui ont des trajectoires difficiles, trajectoires d'exil, des trajectoires de rue, voilà. Mais effectivement, c'est que 20%, puisque le pari politique et philosophique des foyers jeunes travailleurs, c'est à travers un environnement mixte, justement, de proposer des solutions qui permettent à la fois de se projeter dans l'avenir, de se rétablir le cas échéant quand on a eu une trajectoire un peu morcelée. Et c'est effectivement ce qui a amené à la création de ce guide. Alors tout à l'heure, Clara va le présenter, ce guide, comment il s'est configuré. Mais je voulais en introduction dire les présupposés sur lesquels il s'était fondé pour qu'on le construise à plusieurs. D'abord, c'était l'idée qu'on ne faisait pas vraiment un guide de la santé mentale. Vous allez voir qu'il ne s'appelle pas guide de la santé mentale, il s'appelle aller vers, aller mieux. Parce que aller vers, effectivement, c'est une posture. J'imagine qu'elle sera évoquée tout à l'heure par les collègues du chez soi. Et puis aller mieux, c'est déjà à la fois humble et extrêmement ambitieux. Et puis on avait cette idée que, au-delà d'aller mieux, peut-être un jour on irait suffisamment bien. Alors, tous ces concepts étant éminemment subjectifs et voilà, selon qu'on interroge chacun, il va plus ou moins dire « je vais bien, je vais mieux, je vais suffisamment bien, j'allais mieux avant ». Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que on s'est configuré et on s'est construit et on a travaillé à se sentir les uns et les autres, tous nos adhérents, tous les gestionnaires de foyers jeunes travailleurs, tous les animateurs socio-éducatifs qui ont finalement d'ailleurs été réunis lors d'une journée de la santé mentale où on avait d'ailleurs invité les collègues du Chez Soi d'abord Jeunes. Vous avez présenté votre initiative dans le cadre de notre journée en novembre dernier. Et on s'est configuré en déterminants de santé mentale. Et on sait que les déterminants sont déterminants, pour le coup, vraiment déterminants, que ce soit dans le cadre de ce qu'on appelle la souffrance psychique, et dans lequel on met, on va dire, des maladies qu'on estime peut-être moins graves, ou jusqu'à ce qu'on va dire la maladie avérée, et ce qu'on estime plus grave. Tout ça étant effectivement aussi des choses qu'on peut manier avec prudence, parce qu'il y a des gens qui ont des graves maladies et qui vont assez bien, parce qu'ils sont dans un contexte de rétablissement, et il y a des gens qui n'ont pas vraiment de graves maladies, de type schizophrénie, mais par contre, ils vont aller suffisamment mal pour qu'on doive vraiment s'inquiéter pour eux. Donc, toutes ces choses étant des continuums, des choses qui se répondent, on a essayé de voir comment, en tant qu'habitat jeune, on pouvait fortifier, s'empowerer pour devenir des déterminants de santé mentale actifs, conscientisés. Et volontairement, d'ailleurs, j'utilise le terme de conscientiser, parce qu'il y a un vrai enjeu à ce que la conscientisation ne mène pas à la dépression. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être conscient des problèmes, il y a des difficultés politiques qui viennent un petit peu aussi attaquer les déterminants de santé mentale, politique au sens large, mais c'est comment arriver à être dans une démarche d'analyse, de lucidité, et pourtant que ça n'attende pas à nos capacités à nous soigner, à créer, à nous défendre, à nous organiser en tant que jeunes, le cas échéant, ou personnes s'occupant des jeunes, et ce qui doit être d'ailleurs pas mal le cas du public ici, plutôt des personnes qui s'occupent des jeunes que des jeunes, mais on peut être aussi les deux. Je ne me rends pas trop compte de l'avancée de mon temps de parole, je suis assez insatiable sur cette question, donc Hugo, il faut que tu me fasses des petits signes comme ça. Ça va, Marianne. Ça va? T'inquiète pas, on est tout à fait dans les temps. D'accord. Il y avait des points sur lesquels on a souhaité effectivement insister sur cette question des déterminants. C'est que déjà, en apportant un logement stable à quelqu'un, on fonde un des déterminants premiers de la santé mentale. En lui apportant un accompagnement individuel, une écoute, en lui apportant des loisirs, des capacités de se mettre en lien, éventuellement d'ailleurs des actions de sensibilisation sur les questions de santé mentale, et puis une orientation maligne, c'est-à-dire à l'issue de l'écoute, on arrive à orienter ces personnes vers un champ du soin qui est certes dépourvu, mais il y a quand même des structures qui peuvent se mettre aussi, se configurer en déterminant. Alors, je sais bien, je ne suis pas en train d'écrire un tableau de la psychiatrie ou de la pédopsychiatrie ou du soin psychique doré, mais bon, il y en a quand même un petit peu. Puis surtout, il y a aussi tout un tas d'acteurs qui viennent améliorer la santé mentale. Donc, il faut pouvoir les repérer, savoir s'en saisir. Il y a parfois, on n'utilise pas le même langage pour parler à différentes organisations. Il faut aussi pouvoir se repérer là-dedans. Et donc, on s'est dit que quand on fournissait ça pour tous ces jeunes de 16 à 30 ans qu'on accueille au sein du mouvement, on pouvait effectivement les aider à traverser
à la fois l'adversité normale de la vie, alors normale, on va dire, oui, l'adversité du quotidien, la traversée existentielle, les difficultés liées aux ruptures, enfin la vie normale, et puis l'adversité plus spécifique qui effectivement caractérise les parcours, les trajectoires de vulnérabilité. Et on a travaillé sur ces questions de bien-être, sachant que le terme est quand même difficile à manier parce que ça évoque un peu la parapharmacie et voilà, une espèce de dimension de développement personnel qui parfois atténue le très beau contenu que contient cette histoire de bien-être. Et on l'a plutôt situé dans le cadre d'une fraternité conquérante et qui est résolument à l'inverse de cette question de bien-être parapharmaceutique. Et on a vraiment travaillé aussi, alors avec tout le mouvement, hein, ça a été des journées, des activités, des ateliers, des façons de se réunir et de penser à tout ça, et à travailler à ce que notre tissu relationnel professionnel puisse être effectivement à la disposition des jeunes qu'on accueillait. Ça ne va pas super bien, hein, on n'a pas tout réussi, mais ça va quand même un peu mieux depuis qu'on s'est dit qu'on pouvait aller suffisamment bien. Alors, ça peut paraître un peu neuneux dit comme ça, mais parfois, pour arriver à dire des choses simples, il faut avoir réfléchi longtemps et à plusieurs. Voilà, c'était un peu ce qui présidait à la configuration de ce guide qu'on met à disposition en open source sur notre site, hein, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Clara, maintenant, va le décrire, un petit peu comment il est séquencé et comment on l'a conçu, si ça va comme ça. Oui, ça va? Merci Marianne. Alors, on peut mettre le diapo, s'il vous plaît, Hugo. C'est parti. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter le guide et son contenu, donc Aller vers, aller mieux, que l'UNAGE a fait l'année dernière en 2022, que vous pouvez trouver, comme Marianne l'a dit, sur le site internet. Diapo suivante, s'il te plaît, Hugo. Merci. Donc, voilà pour le sommaire. Donc, ce guide est découpé en 7 chapitres. Donc, je vais vous présenter brièvement ces différents chapitres et puis revenir sur certains un peu plus en détail. Donc, le premier chapitre, apport réflexif, je vais me repencher dessus un peu plus tard. Le deuxième, partenariat de l'UNAGE, donc qu'il soit conventionné ou informel. Troisième chapitre, donc qui concerne le répertoire des structures d'écoute, d'accompagnement et de soins, sur lequel je vais revenir aussi. On a un quatrième chapitre sur les lignes d'écoute et de chatbox, donc qui sont répertoriées par thématique, public, etc. Puis, on a un chapitre sur les financements publics et privés, les différentes sources de financement possibles, donc que ce soit à l'échelle d'une association ou régionale, voilà, donc pour aider à monter un projet autour de la santé mentale. Puis, on a un chapitre donc, qui regroupe les sites, les acteurs et autres guides qui proposent donc de nombreuses ressources et outils sur la santé mentale. Et une dernière partie, pardon, sur donc, la santé mentale dans la culture. Diapo suivante, s'il te plaît, Hugo. Merci. Donc, concernant le chapitre sur les apports réflexifs, donc ne vous focalisez pas trop sur les images du diaporama, elles sont là vraiment juste pour illustrer le contenu du guide. Donc, cette partie, en fait, donc, elle est constituée d'articles donc, qui abordent différents sujets, donc, comme vous pouvez le voir, donc, sur comment parler de la santé mentale quand on n'est pas spécialiste, sur la réduction des risques et des dommages, et encore, donc, par exemple, le développement de CPS, le développement de compétences psychosociales. Donc, ces articles ils sont ponctués d'entretiens, de témoignages, que ce soit par exemple avec des directeurs de structure, mais aussi des témoignages de professionnels du terrain. Et à ces apports réflexifs, on a aussi des apports, on va dire, plus théoriques, donc avec des chiffres, quelques modèles explicatifs, un peu d'histoire aussi sur certains sujets. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, pour la partie répertoire des structures d'écoute, d'accompagnement et de soins, donc, comme son nom l'indique, donc ce répertoire, en fait, il recense donc, les principaux types de structures d'accompagnement et de soins auxquels vous pouvez faire appel en fonction de vos besoins et de ceux des jeunes. Donc, ces dispositifs sont théoriquement présents sur tout le territoire, mais après, on retrouve des déclinaisons locales en fonction des variétés de chaque territoire. Donc, bien sûr, il n'est pas exhaustif,
Le but de ce répertoire, en fait, c'est d'aider avant tout les professionnels à savoir dans quelle situation et à qui ils peuvent s'adresser pour s'appuyer dans l'accompagnement des jeunes. Donc, ces structures, dans le guide, elles sont classées par catégorie. Donc, on retrouve par exemple la grande catégorie de la prise en charge psychiatrique, de la péridance, des structures d'écoute et de conseil. Et à chaque fois, donc, les structures sont présentées avec un petit paragraphe qui présente les publics accueillis, par exemple, les missions de la structure. Et vous avez à chaque fois un lien qui renvoie vers le site internet de la structure présentée. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci Hugo. Donc ça, c'est la dernière partie du guide que moi j'aime beaucoup, que je trouve vraiment chouette. Donc en fait, c'est une sélection de références culturelles qui parlent de santé mentale. Et en fait, au-delà des habituels livres et films qu'on retrouve souvent dans ce genre de guide, on a essayé d'aller plus loin. Donc par exemple, on retrouve des comptes Instagram qui parlent de santé mentale, des podcasts, des chaînes YouTube, des BD, des mangas, des séries. Voilà. Donc dernière diapo, s'il te plaît Hugo. Donc, à ce guide, en fait, viennent s'ajouter des fiches d'expérience. Donc, en fait, ce sont des exemples d'actions collectives qui dépassent le cadre, on va dire, stricto sensu de la santé. Donc là, par exemple, pour illustrer tout ça, j'ai mis une fiche action sur le théâtre d'objets, donc qui se nomme donc Identité en valise. Donc, pour chaque fichier expérience, vous avez donc la structure qui porte le projet, son contexte, les objectifs, mais aussi, donc ça va un peu plus loin, donc il y a les différentes étapes de mise en œuvre qui sont décrites. Il y a par exemple les partenaires opérationnels, le bilan de cette expérience, les points forts, les points améliorés, et aussi les conditions de réussite à mettre en place pour que l'activité se déroule au mieux. Vous retrouvez aussi par exemple donc, de la médiation animale et des points accueil écoute jeunes portés par une association d'habitat jeune. Voilà, donc j'ai fini de présenter le guide. Je l'ai présenté brièvement. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite donc à aller le consulter sur le site de l'UNAGE. Et merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup, Clara. J'en profite puisque on a une question dans le chat sur le guide pour savoir s'il était possible de commander des exemplaires papier du guide. Pour l'instant, on en a encore. Pour l'instant, on en a donné plein, notamment aux gens qui avaient participé à l'élaboration, parce qu'on ne les a pas mentionnés, hein, mais on a des partenaires solides, et, à Psycom, à la FMES, à Créapsy, à Santé Mentale. Voilà, donc on les donne tant qu'on en a. Après, on en fera sûrement réimprimer, la seule limite étant la finitude des ressources financières. Mais bon, après, je vous dis, ils sont imprimables en ligne, hein, donc c'est vrai que c'est plus joli, c'est sous forme papier, là, avec le guide. Voilà, il est comme ça, il y a les fiches à l'intérieur, il y a le cahier. C'est sûr que c'est plus joli. Donc, tant qu'on en a, on en donne. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Si vous avez des questions parmi les participantes, n'hésitez pas à les poser. Il y a un onglet questions-réponses et vous pouvez poser les questions via le chat. On reviendra sur un temps d'échange plus global en fin de webinaire. Du coup, je vais passer la parole tout de suite à Monsieur Campagne, Jonas Campagne, qui est, comme je le disais, chef de service au point de repère de l'association ABES Solidarité à Lille. Bonjour Jonas, merci d'être présent. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour. Donc, comme vous le disiez, je m'appelle Jonas Campagne, je suis chef de service du CARUD, le point de repère, donc un service de l'ABES Solidarité à Lille. Le CARUD, le point de repère, a une vieille histoire, puisque historiquement, avant d'être un CARUD, il s'est créé en 92 et était un accueil de jour 18-25 à la rue. Donc, au fur et à mesure de l'évolution du public et des consommations constatées par les équipes au fur et à mesure des années, le point de repère a demandé l'agrément CARUD en 2006. Néanmoins, aujourd'hui, nous continuons à accueillir le 18-25 à la rue sans condition et pour justement, dans ce cadre de réduction des risques, mais aussi parce qu'historiquement, on a toujours accueilli le 18-25 à la rue et qu'on est reconnu à Lille et dans l'hypercentre de Lille comme un accueil de jour pour 18-25 ans.
Donc, évidemment, le public à la rue, âgé de 18 à 25 ans, regroupe énormément de problématiques sur le plan, évidemment, des démarches vers l'hébergement, l'emploi, la réinsertion, la santé. Mais la santé mentale est une grosse partie, en tout cas, une grosse partie des jeunes qu'on accueille a des troubles du comportement, diagnostiqués ou pas, et les équipes d'accueil en bas se retrouvent souvent démunis face à des jeunes qui ont besoin de soins et pour qui les rendez-vous CMP, les orientations éventuellement vers les hôpitaux sont très compliquées et le peu de relations qu'ils ont pu avoir de temps en temps avec ces structures-là ont pu être conflictuelles et ces jeunes-là ne souhaitent pas y retourner. Donc, on a la chance maintenant depuis quelques années d'accueillir donc une intervenante, une psychologue de l'équipe Diogène, qui est une équipe mobile en santé mentale, donc une psychologue détachée de l'EPSM, qui intervient 2 fois par semaine en bas à l'accueil avec les jeunes qui rentrent. Et donc, c'est un vrai gain tant pour les équipes que pour les personnes qu'on accueille, puisque tout d'un coup, on a une psychologue qui est là, qui est présente comme une travailleuse sociale. Elle fait partie de l'équipe, puisqu'elle est présente depuis des années sur le service. Et elle est là en bas, boit des cafés et tisse du lien avec ces jeunes qui sont souvent très éloignés du soin et du soin de psy encore plus. Et donc, cette question de la santé mentale des jeunes et du lien qui peut être fait avec eux est très complexe. Et en tout cas, elle est enrichie par cette présence de Madame Djedi, qui est psychologue et qui est là, qui repère, qui oriente et qui effectue des entretiens de manière plus ou moins formelle ou informelle. Elle a un bureau, elle reçoit des gens sur rendez-vous, mais elle alpague aussi, elle essaye de créer du lien dans l'accueil avec les jeunes qui en font la demande ou pas, mais qui sont présents en tout cas quotidiennement. Le point de repère a un fonctionnement assez particulier puisqu'on fonctionne porte ouverte. Donc, de 9h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi, la porte est ouverte et les jeunes qui le souhaitent peuvent passer la porte pour manger quelque chose, s'inscrire pour voir le médecin, accéder à l'hygiène ou à une lessive, retirer du courrier parce qu'on a un agrément domiciliation postale, faire une demande d'hébergement et d'autres démarches liées à l'ouverture de droits, sécu ou démarches vers mission locale ou hébergement. Donc, c'est un lieu assez convivial et je crois que ce qu'on essaye, en tout cas ce que les équipes essayent de mettre en place, c'est voilà, de conserver un lieu convivial pour libérer la parole. Parce que la question de psy, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose des fois que les jeunes essayent de taire, essayent de cacher et d'avoir comme ça une psychologue présente dans un lieu convivial où rien n'est demandé, où l'accueil est inconditionnel, où l'anonymat peut être conservé, permet justement de faire naître la demande et tout d'un coup de permettre de remettre le soin et le soin psy de manière plus simple envers ce public qui, des fois, refuse a priori un entretien en CMP ou une orientation vers l'hôpital. Donc voilà, depuis maintenant en plus 6 mois, on a la chance d'avoir le docteur Robert, qui est psychiatre, elle aussi, dans l'équipe Diogène, donc détaché des EPSM lillois, et qui effectue des permanences et des entretiens à l'accueil aussi, tous les mardis matins. Donc, c'est vraiment aussi un vrai gain, puisque tout d'un coup, on peut avoir un interlocuteur, un psychiatre, qui tout d'un coup remet en place éventuellement le soin pour les personnes qui le souhaiteraient, reconnecte éventuellement des jeunes sur les CMP dont ils dépendent, les accompagne aussi physiquement, parce que c'est ça aussi la grande difficulté. On peut donner tous les rendez-vous qu'on veut à un jeune en lui disant bah voilà, tu as rendez-vous dans 3 semaines au CMP, et tu verras, ça se passera bien. Le jeune, il dit merci, merci, et puis il s'en va. Et il reste tout seul avec son carton de rendez-vous en se demandant comment il peut s'y rendre. Et voilà, l'accompagnement physique, c'est aussi quelque chose de très important, je pense. Donc voilà, je pense que sur la question du soin et du soin psy qu'on peut offrir aux jeunes, en tout cas là, les jeunes sans domicile fixe à Lille, l'important, c'est d'offrir un cadre le moins formel possible pour permettre, dans un premier temps en tout cas, de faire émerger la parole et tout d'un coup que ces questions-là puissent être abordées sans trop de contraintes. Voilà. En plus, bon, l'histoire fait qu'à la Beige aussi, on a la chance d'accueillir les dispositifs Un chez soi d'abord et Un chez soi d'abord jeune,
donc Housing First, c'est donc qui permet l'accession au logement directement aux jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a le dispositif jeunes et moins jeunes, qui sont atteints de troubles bipolaires ou schizophréniques et qui sont accompagnés directement dans et vers le logement avec une équipe pluridisciplinaire. On a la chance de partager les locaux donc avec ces deux dispositifs-là. Donc, on fait partie des commissions d'accession au dispositif. Et ensuite, évidemment, les jeunes qui rentrent continuent de fréquenter le point de repère. Et le point de repère devient un lieu où les équipes d'un chez soi d'abord peuvent rencontrer le jeune et travailler avec elle son projet de relogement. Donc voilà, le point de repère est un lieu fixe, mais on essaye de créer l'allée vers avec nos partenaires. C'est-à-dire qu'effectivement, les CMP ne peuvent pas se déplacer et nous, le point de repère, on ne peut pas se déplacer. Les seuls qui peuvent se déplacer, c'est les jeunes, mais ils sont empêchés par leur mode de vie, par les difficultés qui les touchent. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'inviter au maximum ces partenaires sur la question du soin pour qu'ils viennent sur le point de repère, qu'ils aillent vers nos jeunes présents tous les jours sur le point de repère pour pouvoir justement créer ce petit lien qui leur permettra à un moment donné de passer le cap et de se diriger d'eux-mêmes vers les établissements de soins qu'ils auraient aimé interpeller. Mais voilà, je crois que la question de l'accueil inconditionnel, la question du non-jugement et d'offrir un lien facile avec les professionnels du soin, je crois que c'est ce qui fait la différence dans un premier temps en tout cas. C'est tout d'un coup permettre à ces gens-là de se rencontrer et de à la fois dédramatiser, en tout cas simplifier les rapports avec le monde du soin qui paraît toujours très organisé et très protocolaire, avec des équipes de travailleurs sociaux et de gens à la rue qui, eux, ont besoin de simplicité, en tout cas dans un premier temps, pour créer le lien. Voilà, c'est un peu rapide, j'ai sûrement oublié des choses, mais voilà, je crois que c'est ça qu'il faut, avec les jeunes, sur la question du soin, il faut créer des lieux simples où jeunes et soignants peuvent se rencontrer sans les contraintes hospitalières qui peuvent exister dans d'autres structures. Et c'est ce qu'on essaye en tout cas de créer, nous, au point de repère, dans le cadre de cet accueil informel qu'on tient quotidiennement. Voilà. On accueille en moyenne entre 100 et 200 jeunes par jour, donc c'est quand même un gros accueil sur l'île. Et comme on dispense de nombreux services, consultation médicale, infirmiers, psychologues, accès à la douche, à la laverie, domiciliation postale, petite restauration, repos, téléphone, enfin voilà. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui viennent et ça brasse beaucoup de monde. Et donc d'avoir ces lieux un peu détendus où justement psychologues, psychiatres, infirmiers et jeunes à la rue peuvent se rencontrer simplement et s'interpeller aussi surtout simplement, permet de faciliter tout d'un coup cette connexion entre le soin et les gens qui en ont éventuellement besoin. Merci beaucoup, Monsieur Campagne. Si vous avez des questions, c'est intéressant d'échanger aussi parce que voilà, ça enrichit le débat. Carrément, tout le monde peut poser des questions via le chat. Du coup, c'est la modalité d'échange puisqu'on est assez nombreux autour de cette salle virtuelle. Merci beaucoup, Monsieur Campagne, pour votre intervention. N'hésitez pas, participants et participantes, à poser vos questions si vous en avez via le fil de discussion. Merci encore, Monsieur Campagne. Je trouve que c'est intéressant dans votre présentation, c'est le rôle d'interface entre justement les acteurs du soin et les jeunes que vous accueillez sur point de repère. Et en termes de posture, d'ouverture et d'aller vers, c'est pas que de la mobilité, c'est aussi une modalité d'accompagnement et une posture par rapport au public. Et je trouve que ça ressort assez bien dans ce que vous faites du coup au point de repère à Lille. Et il y a des liens évidemment assez évidents avec ce que vous disiez par ailleurs sur le chez-soi. Et ça me permet de faire une transition avec l'intervention suivante. Et je vous laisse la parole du coup, Nicolas et Brigitte. Je rappelle juste vos fonctions. Du coup, Nicolas, vous êtes du coup coordinateur du programme Un chez soi d'abord jeune à Toulouse, et Brigitte, vous êtes infirmière au sein du programme et vous allez nous présenter globalement du coup le programme Un chez soi d'abord et son volet expérimental sur l'accompagnement des jeunes.
On espère qu'il ne sera plus une expérimentation bientôt et qui entrera clairement dans un dispositif de droit commun et qui sera essaimé dans plus de villes qu'actuellement. Mais je ne vais pas empiéter sur votre intervention et je vous laisse tout de suite prendre la parole. On espère, Hugo. Merci pour l'introduction. Du coup, avec ma collègue Brigitte, on s'est réparti un peu les choses, c'est-à-dire que je vais rapidement brosser l'arrivée de l'expérimentation de jeunes sur Toulouse et sur l'île. Ensuite, on va aller un peu plus directement sur les pratiques. Voilà, on fait surtout un focus santé, santé mentale chez les jeunes avec Brigitte et partenariat. Donc, je vous propose de partager un PowerPoint pour le suivi. Est-ce que ça marche le partage là? Écran. C'est parfait, Nicolas, le partage fonctionne parfaitement. Il y est? Allez. Donc, juste rapidement, pour l'apparition du chez-soi en France, c'était un peu avant 2011, ça avait été créé suite à une mobilisation ou à une politisation un peu du sujet des enfants de Don Quichotte. Rappelez-vous les tentes sur les berges de la Seine et tout ça. Et donc, je brosse rapidement ce tableau. Il y avait une solution proposée, c'était d'expérimenter ce qui se faisait un peu à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, sur la question du housing first. En France, avait été proposée une recherche nationale sur 4 sites qui étaient évoqués tout à l'heure, Toulouse, Paris, Lille et Marseille, qui a commencé en 2011. Il y avait la question de est-ce que c'est une prise en charge nouvelle avec du coup des équipes pluridisciplinaires qui étaient constituées et qui proposaient des modalités de suivi spécifiques. Modalités spécifiques en lien avec la philosophie, on va dire, de tous les établissements, la question du rétablissement en santé mentale et qui proposait aussi un accès direct, on va dire, à un logement, conditions, ni de ressources, ni de traitement pour la question de la maladie psy, ni d'abstinence pour la question des consommations et qui travaillait à partir de là où la personne en était. Donc, il y a eu une expérimentation de 2011 à 2016, une pérennisation et un déploiement qui a lieu depuis. Avec, aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas à 22 villes, mais un peu plus, de sites à 100 places, pilotés nationalement par la DIAL, la Direction interministérielle de l'hébergement et de l'accès au logement. Dans le cadre de ce déploiement, se posait la question des jeunes. Les jeunes, les 18-25, avec cette question-là, y a-t-il une spécificité des publics accompagnés jeunes? Les ACT adultes sont destinés à des personnes qui sont à la rue depuis un certain temps et avec une pathologie psy dite sévère, schizophrénie ou bipolarité. La question des jeunes nous est posée par la DIAL avec du coup la proposition de déployer une expérimentation jeunes, avec plus de moyens, sur les sites de Lille et de Toulouse. Donc, fin 2019, sort cette question-là. On pense ces choses-là, on construit avec nos financeurs locaux, l'ARS, la dette, et piloté directement au national par la DIAL sur 2 dispositifs de 50 places à Lille et à Toulouse qui partent en tout cas sur une idée de travail sur les mêmes principes que les ACT adultes, avec la question du rétablissement en santé mentale, de l'accès direct au logement, mais par contre, qui construisent, on va dire, des modalités d'accompagnement propres aux jeunes. L'idée, c'est non plus de tenter de prendre en charge, on va dire, les effets de passage à la rue et de pathologie psy inscrites depuis longtemps, mais l'idée, c'est de s'inscrire dans un dispositif un peu plus préventif et d'éviter ces passages à la rue. Au niveau local à Toulouse, on reste structuré en GCSMS, un chez soi d'abord, sauf qu'il y a 2 dispositifs portés par l'hôpital Marchand pour la partie sanitaire, l'association Clémence Isor pour la partie précarité addiction et le bailleur Solia 31 pour la partie logement. Donc, c'est un travail qui se fait en lien avec ces institutions et qui mélange des pratiques très, très différentes. Au niveau pratique, directement sur le terrain, on propose un accès rapide à un logement.
de manière, on va dire, obligatoire par le cahier des charges. L'accès à un logement se fait sous maximum 8 semaines. À Toulouse, la première proposition de logement pour les jeunes, en moyenne depuis 3 ans, intervient, on va dire, 2 semaines après l'intégration dans le dispositif. On parle bien de proposition, ça ne veut pas dire que l'accès au logement a lieu de suite. L'accès au logement se fait généralement une fois que la personne accepte, 2 semaines après encore. Les pratiques sont en rétablissement en santé mentale, au même titre que sur les ACT traditionnels. Donc, rétablissement en santé mentale avec 5 principes qui guident la pratique de tous les professionnels: l'espoir, le soutien, le plaidoyer, l'empowerment et la responsabilité, ce qu'on appelle ESPER. L'espoir parce que la pathologie mentale n'est pas une condamnation et qu'on peut vivre avec en apprenant à gérer sa maladie. Le soutien parce qu'on soutient les personnes là où c'est nécessaire et qui a besoin d'aider à accéder à ces projets. Le plaidoyer, c'est le travail des équipes sur tout, on va dire, de l'inclusion sociale, avec la nécessité, on va dire, de défendre les droits des personnes. L'empowerment en lien direct avec le rétablissement de santé mentale. Empowerment, donc l'idée c'est de redonner un peu aux personnes la capacité, le pouvoir d'agir sur sa vie, mais de ça en découle une responsabilité. Donc on fait un travail quand même avec les jeunes d'éducation thérapeutique et on coordonne un peu les parcours des soins somatiques, psychiques et le parcours un peu des personnes. On travaille sur un principe d'empowerment, de réduction des risques et des dommages. Donc, comme je disais au début, il n'y a pas d'obligation d'abstinence, de non-consommation. Et donc, on applique au quotidien ces principes qui nous viennent de la dicto et de notre inscription aussi dans le territoire via l'association Clémence Isor de la réduction des risques. Au-delà des consommations, on l'applique dans l'appartement, dans les pratiques quotidiennes pour essayer de voir où en sont les personnes et diminuer les risques au quotidien. Une spécificité vraiment du public jeune qui oriente et modifie un peu les pratiques par rapport aux ACT traditionnels, la question du psychotraumatisme, c'est-à-dire que les publics jeunes 18-22 à l'accueil sont beaucoup plus proches, on va dire, de ce qu'ils ont vécu, qui peut générer des difficultés. Et le psychotraumatisme est beaucoup plus visible. Donc, il y a eu tout un travail quand même au long de cette expérimentation sur cette question. Et on conserve une approche systématique, particulièrement avec les jeunes, par les forces. C'est-à-dire que l'erreur ou le mécanisme de condamnation face à un comportement qui ne serait pas normé, pour nous, fait partie du quotidien. L'erreur, c'est une méthode d'apprentissage et on fonctionne sur un mécanisme d'essai-erreur. Il y avait au démarrage du programme la question de la solvabilité du public et de l'accompagnement vers l'emploi. C'est des questions qui sont restées présentes. Les jeunes ont quand même beaucoup moins de revenus que les adultes. Pour cela, on avait sollicité des subventions au démarrage auprès de Toulouse Métropole à Toulouse et du conseil départemental qu'on a eu pour soutenir un peu les jeunes dans l'accès au logement parce qu'on avait peur que le modèle ne résiste pas aux absences de revenus. Finalement, les jeunes ont un peu plus de revenus que ce qu'on prévoyait à l'origine, mais les revenus sont moins stables. Donc, on a des aides de l'ASE, on a alors pas beaucoup d'AAH, et après, on a des jeunes qui vivent parfois avec des aides familiales ou des PHAGE ou tous les dispositifs de droit commun. Et ensuite, on a un accompagnement vers l'emploi et les études qui est beaucoup plus important que sur les ACT adultes. L'équipe. Donc, l'idée au départ était de constituer une équipe médico-psychosociale en lien avec la recherche qui est gérée par l'ORS, le CREI-ORS à Toulouse. Donc, on a une équipe médicale avec des infirmiers, des EduxP, un psychiatre à 40%, un médecin somatique à dicto. On a intégré sur l'équipe jeune à Toulouse les compétences d'assistant de service social. On travaille toujours avec des médiateurs de santé pairs, colonne vertébrale vraiment de l'accompagnement chez soi d'abord.
qui est particulièrement opérant pour les jeunes, parce que les jeunes découvrent souvent la maladie, les symptômes associés, et sollicitent vraiment ces fonctions de médiateur de santé de manière importante. Un psychologue qui est intégré sur l'équipe de Lille et qui est en passe de l'être sur l'équipe de Toulouse au fur et à mesure de la construction du dispositif. À cela s'ajoute une équipe GLA, j'insiste sur le A, gestion locative adaptée, c'est-à-dire qu'on a une gestion locative qui s'applique à nos locataires de manière adaptée. L'idée étant pas de mettre plus de problèmes que la personne en a. Donc, on adapte la gestion locative à l'endroit où est la personne. On travaille en horizontalité. Aucune voix dans l'équipe ne vaut plus que la voix de son collègue. Il y a pas de, enfin, il y a une forme de hiérarchie, mais administrative. Il n'y a pas de, sur les décisions, ce qui fait décision, c'est la clinique. Et on a ce qu'on appelle un plateau technique adaptable, c'est-à-dire qu'on garde les pratiques du chez-soi, on accompagne les personnes là où elles en sont. Donc, si elles sont dans le logement, on les accompagne dans le logement. Si elles sont à la rue, on les accompagne dans la rue, de manière à essayer d'aller vers l'endroit où elles veulent aller et le projet qu'elles veulent mettre en place. La spécificité vraiment du public jeune, c'est que notre travail est orienté vraiment vers l'idée de ne pas s'inscrire, on va dire, dans des identités de marginalisation, des identités de psychiatrie ou de rue qui pourraient être délétères, on va dire, pour l'avenir. Donc, il y a l'idée d'ouvrir les possibles pour les jeunes. Et vraiment, une question importante pour nous, c'est qu'on travaille en non-concurrence avec le réseau, c'est-à-dire qu'on le dit souvent, on est une équipe d'accompagnement et d'orientation, et l'idée, c'est de ne pas se substituer à l'existant, mais vraiment justement de faire exister l'existant et peut-être d'être plus dans le passage de liens. Donc, on a fait avec ma collègue Brigitte un petit focus santé partenariat. Je ne sais pas, je vérifie juste le temps pour voir si on est dans les temps. On a 10 minutes. Donc, vraiment, il y a cette idée-là. Travail en non-concurrence avec le réseau. Parce que nous dépendons vraiment des partenaires. Alors, sur la question du soin, il y a plein de choses, plein de questions qu'on se pose. Et pour ça, je vais donner un peu la parole à ma collègue Brigitte Vergès, qui a préparé quelques notes. Oui, voilà, moi je suis Brigitte Vergès, je suis infirmière de secteur psychiatrique et j'ai travaillé sur le chez-soi d'abord adulte et maintenant sur le chez-soi d'abord jeune. Comme le disait Nicolas, c'est vrai que nous, on est un maillon dans la prise en compte de la personne. On est un maillon de cette chaîne. Ensuite, ce que je trouve, moi, c'est que les 18-23 ans, c'est la période, si vous voulez, où il y a la construction, où il y a une forme d'autonomie qui est en construction, là. Et l'appartement, première autonomie, première construction. Déjà, ensuite, ces jeunes-là, en fait, ils ont déjà connu un peu la pédopsie. La pédopsie, c'est plus doux. Donc, quand ils arrivent chez nous, ils ne sont pas trop abîmés par la psychiatrie adulte. Donc, c'est plus facile pour nous de les amener vers. Donc, dans un premier temps, on tisse un lien de confiance avec ces jeunes dans les premières rencontres. Et là, ce qui se passe au bout d'un certain temps dans l'appartement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a l'apparition des premiers symptômes. Et ce sont des symptômes souvent très violents, avec des hallucinations auditives et visuelles. Dans ces moments-là, ces personnes, on écoute, on va les voir, on est dans l'écoute, dans la réassurance, et on essaie à ce moment-là d'orienter vers les soins. À ce moment-là, je trouve que la parole de l'adulte, elle a tout son sens parce qu'on est encore, et surtout pour nos jeunes, la parole de ces adultes, elle est importante pour nos jeunes parce qu'elle reste encore ancrée. On est souvent identifiés, comme ils nous disent le daron et la daronne, des choses comme ça. Voilà. Du coup, ce qu'on permet aussi avec ces jeunes, c'est des allers-retours. Des allers-retours entre nous, la psychiatrie et le dehors.
Voilà. Et ça, c'est très important parce que parfois, ils arrêtent les traitements, ils sont hospitalisés, ils prennent un traitement, ils arrêtent les traitements et on leur permet ça, d'arrêter ces traitements. Et on leur dit, il y a un jeune qui me disait, oui, mais Brigitte, quand j'étais pas bien, j'étais parano et je voyais flou. Et du coup, ils disent, bon, il me dit, je vais arrêter mon traitement. Ok, tu vas arrêter ton traitement, mais tu sais ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, quand tu n'étais pas bien, tu voyais flou et tu étais devenu parano. Ça nous sert d'aide pour travailler avec au niveau de la psychiatrie. Voilà. Et donc, on travaille aussi sur le plan de crise. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ne sois pas bien? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi si on voit que tu as ces premiers symptômes? Voilà. Et comme les périodes de crise ont été violentes, les jeunes, quand même, vont plus facilement vers les soins que les adultes. Mais ça, moi, je trouve que c'est pas mal, franchement. Parce qu'on a pu le travailler avant, parce qu'on a été là dans ce passage. Dans ce passage-là, on a été là, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de confiance vers les soins que dans la psychiatrie, le chez soi d'abord adulte. Voilà. On travaille beaucoup en réseau, ça c'est sûr, comme l'a dit Nicolas, et on a parfois une façon de travailler qui est un peu décalée. Par exemple, quand on est en voiture, moi j'appelle ça la cliothérapie, il y a des choses qui se disent et qui ne se disent pas forcément dans un entretien un peu formel. Voilà. Donc ça, c'est le chez soi d'abord qui le permet. Voilà. Le logement, quand même, est un point d'ancrage important. Et aussi, la relation avec nous, c'est quand même un point d'ancrage important. Ça permet aussi d'amener le soin, d'amener les jeunes vers le soin. Et ensuite, ils ne sont pas trop abîmés par le système de la psychiatrie adulte, ce qui fait que quand même, en comparaison avec les adultes, on a beaucoup plus facilement, ils sont conscients plus facilement de leurs troubles et du coup, ils vont plus facilement vers les soins que les adultes. Voilà. Bon, j'étais un peu pagaille et là, c'est vrai que j'avais un peu peur, mais là, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Mais c'est ça. Oh, je suis désolée. On a encore un petit point sur le partenariat. Ouais. En fait, juste, voilà, Brigitte, elle dépeint vraiment ce qu'on fait sur le terrain, c'est-à-dire qu'on fait un peu tout et on s'inscrit là où il y a des besoins. Sur la question du partenariat, parce qu'en fait, alors on n'a pas le temps de déployer, on va dire, tous les outils qu'on utilise traditionnellement, ce qui est la multiréférence, ce qui est le respect de la temporalité du jeune et tout ça. Mais voilà, sur les jeunes, vraiment, on a beaucoup d'accompagnement sur la question de l'emploi et la formation qu'on adapte en fonction de là où ils sont. C'est-à-dire que s'ils se débrouillent tout seuls, très bien, ils se débrouillent tout seuls. Après, on a été jusqu'à créer des chantiers pour que des jeunes se confrontent pour la première fois au travail. On accompagne sur le droit commun, Pôle emploi, mission locale, tous les dispositifs spécialisés auxquels on ne se substitue pas. Les accompagnements spécifiques sur la question des consommations, par exemple, avec les dispositifs tapage et premières heures, voilà, avec qui on travaille vraiment assez finement, on va dire, les accompagnements et les positions de chaque équipe. Et après, quelques personnes sur la question de la formation des écoles de la seconde chance. Sur la question du bien-être, qui est le point de départ de l'accompagnement chez soi d'abord. Quand la personne arrive, on lui dit, bon, mais qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas toujours évident d'arriver avec cette question vide, mais qu'est-ce que tu veux pour toi? Et on va essayer de solliciter ça du début à la fin. Donc, on va soutenir les projets individuels et les projets collectifs. Tu allais rajouter quelque chose, Brigitte, dis-moi. J'allais rajouter que dans les projets individuels, même si ça paraît complètement décalé, en fait, on accompagne quand même la personne jusqu'au bout pour que parfois elle se rende compte que ce n'est pas adapté à elle. Voilà. Et du coup, il faut l'expérience de ça. Et ça, c'est intéressant.
ça, c'est faire l'expérience de ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est aussi ce qui permet de se positionner. Et vraiment, chez les jeunes, c'est quelque chose de très, très visible. C'était posé quand même au début de l'expérimentation la question d'un lieu repère pour que les jeunes puissent se regrouper hors les murs de l'institution. Nous, petit à petit, on a construit un partenariat quand même avec l'itinéraire BIS à Toulouse pour des repas partagés avec les jeunes et qui nous sert un peu de pépinière pour recueillir leurs désirs et inscrire un peu, voir où s'inscrit leur participation dans l'institution. Sur la question du logement, on accompagne les personnes sur des appartements en sous-loc via Solia, notre bailleur, donc c'est des propriétaires privés qui louent. De plus en plus se pose la question de l'orientation et de la fin d'accompagnement pour les jeunes. Donc c'est quelque chose qu'on a construit avec les dispositifs lillois et qu'on travaille de plus en plus, soit via un accès HLM, soit via toute une réflexion sur les dispositifs d'après, SAVS, SAMSA, logement alternatif et tous les dispositifs existants. Sur la santé, donc on travaille avec la psychiatrie publique et privée pour la question de la santé mentale et aussi les services en lien avec la prison, SMPR, etc. On doit adapter notre travail en fonction de l'offre de soins et des besoins des personnes. Après, on travaille beaucoup sur la question de l'urgence, les jeunes, notamment au début, qu'on essaye de décaler vraiment. Et on essaye de ne pas apporter de réponse immédiate. On construit beaucoup de choses sur la médecine somatique pour les jeunes parce que peu ont des problèmes de santé et donc il faut accompagner quand même petit à petit vers le fait d'avoir un médecin traitant. J'essaye d'accélérer. Et il y a toute la question de la prévention, notamment la question de la sexualité qui est très présente chez les jeunes avec pas mal de risques pris. Donc, beaucoup de questions se posent du côté de la sexualité. Nous, on fait intervenir une association sur la question de Projet Q pour parler justement de sexualité sur des groupes non mixtes. Il y a la question de la parentalité, de l'accompagnement de tout ça aussi qui se pose sur les équipes. Est-ce qu'on oriente vers des dispositifs spécialisés? Quelles sont les compétences de chaque professionnel pour se sentir ou pas d'accompagner la parole sur ces questions-là? Toute la question addicto qu'on connaît bien déjà avec les ACT et nos partenaires traditionnels, à Toulouse particulièrement, où on est très identifié sur cette question et qui modifie aussi un peu le public du dispositif jeune. Donc, on travaille beaucoup avec l'Exapa, Carud, Arpad, Intermed et notre porteur Clément Cisor, mais également avec les centres passage ou le Xapadid et tous les dispositifs de soins. Alors, la liste n'est pas du tout exhaustive, hein, mais on a des centres de post-cure ou de soins addictos, Fronton, Castelviel, c'est pour les plus courants. Sur la question des partenariats sociaux, médico-sociaux, on travaille avec tous les acteurs de la précarité, donc on a cité quelques-uns. Les jeunes, notamment, nous ont appris à travailler avec les clubs de Prèves. On travaille pas mal avec les maisons des solidarités, hôtels et toutes les questions d'hébergement. Et on est parfois confronté, parce que malgré tous nos efforts, certains jeunes font des passages ou des retours à la rue. On est parfois confronté au fait de travailler avec le 115 et l'urgence sociale. On a quand même des nouveaux partenaires avec qui on a dû apprendre à travailler, notamment au niveau de l'orientation, tous les partenaires de la protection de l'enfance, l'ASE, et les dispositifs qui orientent, MEC, CITEP, foyer, voilà. Et on a également l'ADEPAP, qui est une structure locale qui soutient vachement les jeunes quand ils sont à l'extérieur, quand ils ont des besoins de soutien. On travaille également beaucoup avec la justice, les protections juridiques pour faire du plaidoyer, pour que les personnes puissent accéder à leurs droits, et la justice pour tout ce qui est en respectant une certaine confidentialité. On travaille avec la police, les SPIP, les SIP et les juges si besoin. Voilà, on a brossé un peu le tour, c'est rapide, mais on reste disponible pour les questions. On a du mal à tout déployer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Brigitte. Il y a pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. Comme Monsieur Campagne a une contrainte professionnelle, je vous propose qu'on commence par les questions qui lui ont été posées dans le chat. Et n'hésitez pas à continuer à poser des questions par ailleurs.
on les transmettra aux différents intervenants. Jonas, du coup, il y avait quelques questions, notamment sur le financement. Comment vous financez les interventions de la psychologue et psychiatre au sein de la structure? Il y avait également une question de quelqu'un dans la salle pour savoir si les étudiants en situation de précarité pouvaient venir rencontrer les professionnels sans être sans domicile. Et par ailleurs, il y avait des questions plus larges sur savoir s'il y avait l'équivalent de l'équipe Diogène dans d'autres territoires. Globalement, sur cette question-là, je me permets de répondre. Il y a en fait précarité globalement dans un certain nombre de territoires. Et du coup, vous pouvez potentiellement voir sur le site de l'ARS ou en tapant EMPP avec le nom de votre territoire s'il en existe une. Et on peut trouver assez facilement les contacts des équipes mobiles de psychiatrie précarité. Et Jonas, je vous laisse répondre aux deux premières questions. Alors, en ce qui concerne le financement donc, de l'équipe Diogène, Diogène ne fait pas partie de l'association et nous accueillons seulement 2 fois par semaine ces intervenants. Donc, Diogène, c'est des équipes en santé mentale qui sont détachées des EPSM lillois. Donc, ils dépendent des hôpitaux psychiatriques lillois et des établissements. Et donc, c'est un financement ARS, je présume, comme tout établissement d'établissement de soins. Voilà. Pour les jeunes, alors il arrive régulièrement que des jeunes se présentent au point de repère et des jeunes logés, expliquant qu'ils ont soit un problème de logement. On a beaucoup de jeunes étudiants, on accueille beaucoup de jeunes étudiants ou de jeunes étudiants avec un parcours migratoire complexe qui, parce qu'ils ne trouvent pas d'interlocuteur auprès du Crous, parce qu'ils sont un peu perdus, parce que le bouche à oreille aussi fait le boulot. Des jeunes qui disent, bah voilà, je suis pas bien, je suis en logement, Crous, je vais bientôt le perdre, ou ma formation universitaire ne me convient pas, enfin, je suis pas bien en tout cas dans ma vie. Et évidemment, quand une personne comme ça se présente sur le point de repère, on lui dit pas, bah non, malheureusement, tu es encore logé, on va te demander de quitter les lieux. Évidemment, on l'accueille comme n'importe qui, on lui fait rencontrer les soignants ou travailleurs sociaux qui souhaitent rencontrer, et ensuite, s'il doit être effectivement réorienté, on le réoriente et on essaie de trouver des partenaires plus adaptés pour lui. Donc effectivement, ça arrive très souvent que des personnes logées, des jeunes souhaitent rencontrer nos travailleurs sociaux, nos soignants pour travailler des questions qui les travaillent et surtout pour soit les maintenir dans le logement ou les maintenir dans le soin. Et effectivement, si on attend que ces personnes soient à la rue, c'est contre-productif, voire très mauvais. Donc non, c'est un accueil inconditionnel. Tout jeune, 18 à 25 ans, qui souhaite passer la porte, peut le faire. Et ensuite, s'il faut réorienter, évidemment, on réoriente. Mais dans un premier temps, la personne sera reçue, accueillie, accompagnée, entendue, et ensuite, on fera le point avec elle. Voilà. Je ne sais plus s'il y avait une troisième question. Il y avait une question sur le nombre de l'équipe et sur notre fonctionnement, mais j'y ai répondu dans le chat. Effectivement, on est une petite équipe. On a 5 agents d'accueil donc en bas qui gèrent les arrivées, les entrées, sorties, distribution du matériel de réduction des risques et des dommages, mais aussi les inscriptions pour le médecin, la petite restauration, les douches, 3 petits points. On a 2 travailleurs sociaux prévention jeunesse qui sont eux financés par le département et qui donc sont chargés davantage de travailler l'accompagnement vers l'emploi, le soin, mais de manière beaucoup plus individualisée, beaucoup plus formelle. Dans ces 2 travailleurs sociaux-là, on a d'ailleurs un collègue qui effectue des permanences en maison d'arrêt d'Annelin et de Sequedin, enfin c'est les maisons d'arrêt de Lille, pour préparer les jeunes à la sortie, puisqu'il y a énormément de jeunes qui sortent sans solution d'hébergement. Et madame le disait tout à l'heure, juste avant que j'intervienne, la question de l'hébergement ou du logement est primordiale, je crois, dans le soin, et qu'on ne peut pas, je pense, travailler l'un sans l'autre. Et donc, notre collègue effectue des permanences 1 fois par semaine donc dans ces maisons d'arrêt pour préparer les jeunes à la sortie et essayer de les faire sortir sur une place d'hébergement adaptée via le SIAO et tout ça. Et on a une infirmière qui est là quotidiennement pour le soin. Et on a la chance d'avoir 3 médecins bénévoles qui sont présents tous les matins pour dispenser des consultations médicales, la psychologue donc, et la psychiatre de Diogène. On a une kiné bénévole, on a toute une petite armée de bénévoles qui vient nous filer un coup de main dans l'accueil des jeunes qu'on fait quotidiennement. Voilà. Merci beaucoup, Jonas. Je me permets de relayer une
dernière question qui n'en est pas vraiment une, et peut-être que vous pouvez réagir là-dessus. On a quelqu'un dans le chat qui nous dit que la difficulté, souvent, c'est celle du temps, que la notion de temps pour un jeune qui accepte ou qui décide d'une rencontre avec une équipe mobile quelconque, enfin psychiatrie, précarité, globalement, une rencontre avec des professionnels du secteur de la santé mentale, n'est pas la même que le temps nécessaire à la mise en place et à la régularité d'un suivi dont il a besoin. Et du coup, parfois, on perd des jeunes qui ne s'en sentent pas, donc pas accompagnés à la hauteur de leurs attentes. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez aussi constater, vous, sur Point de Repère? Je crois que la question du temps pour les jeunes qu'on accueille, elle est complexe. C'est qu'à la fois, on peut avoir à certains moments du tout de suite. Et l'avantage d'un lieu comme le Point de Repère, c'est qu'au moins, comme c'est un lieu ouvert, que les travailleurs sociaux et les soignants sont là, présents au moins une fois par semaine. Pardon. On peut répondre à des questions. Et ensuite, il y a la question du temps des rendez-vous, des premiers rendez-vous en CMP ou ailleurs, ou par exemple, on parlait du chez soi d'abord, les gens qui rentrent dans le dispositif, qui passent en commission, qui rencontrent l'équipe, qui travaillent avec l'équipe, leur arrivée dans le logement, c'est des temps plus longs. Et donc, il y a le tout de suite des fois, et il y a en même temps le temps long du rendez-vous raté, on reprend rendez-vous, et voilà. Je crois qu'en fonction des profils, des personnes, des attentes et des jeunes, enfin, ils sont tous différents et ont tous des attentes différentes, mais voilà, je crois qu'il y a deux temps. Il y a le temps du tout de suite où on reçoit la personne, on la rassure et on essaye, en tout cas, de lui proposer des pistes de soins ou d'hébergement. Et ensuite, il y a le temps cette programmation de projet qui prend plus de temps avec des coups d'épée dans l'eau. La personne ne se présente pas au rendez-vous, on la réaccompagne et voilà. Ça, c'est le temps long. Et il y a le temps de l'accueil quotidien où elle peut venir, en tout cas, poser questions et avoir une réponse rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Jonas. Je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat. Je sais que vous avez une contrainte par ailleurs. Donc, je pense que si ça vous convient, on peut rester là. Merci encore d'être venu Merci à vous. et d'être intervenu, d'avoir répondu aux questions. Je me retourne du coup vers Marianne et Clara, puisqu'il y a eu quelques questions aussi pour vous dans le chat, à la fois sur des modalités d'organisation de l'UNAGE. Est-ce que vous avez des délégations régionales au sein de l'UNAGE? Et une deuxième question qui a été posée plusieurs fois pour savoir si le guide pouvait être diffusé sur des sites internet de personnes qui sont présentes au webinaire. J'ai vu que la face au SEO indien avait posé la question et une autre personne aussi dont je ne connais pas l'organisation de rattachement, mais est-ce qu'on peut diffuser la ressource assez largement par ailleurs? Oui, tout à fait. On est organisé avec 13 unions régionales. Donc, ça s'appelle des URAS. Et pour beaucoup d'entre elles, elles ont déjà un site internet en propre, mais vous trouvez tous les coordonnées en fait sur le site de l'UNAGE. En fait, le nom de code, c'est Habitat Jeune. Et c'est là-dessus, après, vous allez trouver toutes les délégations régionales. Vous pouvez rentrer en contact avec eux. Et je voulais aussi donner une information sur l'accès aux résidences Habitat Jeune, parce que, alors, je ne sais pas si dans le public, c'est plutôt des gens du secteur de l'hébergement et du logement, mais c'est vrai que la question de l'accès est importante, parce qu'on peut, par exemple, avoir cette idée qu'un jeune serait bien en résidence Habitat Jeune, et auquel cas, il faut effectivement savoir qu'il faut s'adresser directement aux résidences. C'est-à-dire que pour beaucoup de nos adhérents, en fait, ce sont des associations qui déploient des résidences Habitat Jeune. Certains adhérents en ont une, d'autres deux, d'autres 10, d'autres s'inscrivent dans un champ plus large avec effectivement, il y a des grosses assos qui font aussi des FJT ou des résidences Habitat Jeune. Et sur notre site internet de l'UNAGE, on a toutes les coordonnées en fait de toutes les associations qui, sur tous les territoires, parce qu'il y a 800 sites d'implantation, qui vont pouvoir effectivement être sollicités pour pouvoir de soi. Ça peut être aussi porté par des acteurs du territoire. Alors, ce n'est pas l'accueil inconditionnel, puisque c'est du logement et pas de l'hébergement. Donc, effectivement, il y a des conditions d'entrée, en gros, où il faut avoir une autonomie suffisante, même si, bon, c'est une autonomie suffisante pour des jeunes. Et puis, voilà, c'est un secteur très accueillant. Et puis également une certaine solvabilité. On parlait tout à l'heure de ces questions-là, qui sont à la fois des déterminants de santé et puis qui vont conditionner aussi l'accès au logement, l'accès aux soins. En gros, les personnes qui sont accueillies dans les foyers jeunes travailleurs en France, la moyenne, c'est 560 € par mois. Mais ça reflète des situations assez différentes.
parce que si la moyenne est à 560, vous allez avoir des gens qui ont plus, évidemment, mais aussi beaucoup moins. Donc, n'hésitez pas aussi à vous tourner vers ces acteurs des territoires pour effectivement pouvoir… Alors, on accueille des personnes qui ne vont pas spécialement bien, hein. Ça se fait aussi, il faut sonner à la porte, voir comment on est accueilli, mais ça fait partie, on se considère comme des acteurs partenariaux sur les territoires, sur l'implantation de ces résidences habitat jeunes. Et la deuxième question, Hugo, j'ai oublié. C'était si le guide pouvait être rediffusé sur des sites de personnes présentes ou des organisations des personnes qui sont présentes au webinaire. Et je crois que Marianne a eu un petit Ça problème y est, je de suis connexion. revenue. C'est bon, c'est venu, Voilà, Marianne. je bouge encore. C'était une Non, je question sur disais, la possibilité de diffusion. pour le guide, Ah mince. de l'UNAGE, donc il est téléchargeable intégralement en PDF, mais vous pouvez effectivement le distribuer, le transmettre. Voilà, ça fait aussi partie de l'affaire que de savoir transmettre la connaissance acquise de droit. Tout à fait. Merci beaucoup, Marianne. Et c'est aussi l'objectif, du coup, évidemment, du webinaire, de le visibiliser. Il y a eu pas mal de questions aussi pour le chez soi d'abord. Ça a suscité pas mal d'interrogations chez les participants et participantes. Alors, je ne les ai pas triés par thématique. Vous m'excusez, Brigitte et Nicolas, je vais vous les poser un peu comme ça. Je ne vais pas tout poser d'un coup parce qu'il y en a beaucoup. Une question déjà très pratico-pratique. Est-ce que diaporama et les contacts seront-ils transmis? On pourra évidemment nous transmettre les contacts des différents intervenants du webinaire. Sur le diaporama, je laisse Brigitte et Nicolas dire ce qu'il en est. Par rapport au chez-soi en particulier, du coup, il y avait plusieurs questions. Il y a la question des astreintes en cas de crise, notamment dans les logements, savoir comment vous pouviez gérer ça au sein du chez-soi d'abord jeune à Toulouse. Il y a la question de l'acceptation des animaux sur les ACT jeunes aussi pour le chez-soi. Il y a une question aussi pour Brigitte, plus spécifiquement sur le terme abîmé par la psychiatrie adulte que vous avez utilisé, une demande de précision. Et puis par ailleurs, des questions sur l'orientation des jeunes au sein du dispositif, comment sont repérés les jeunes, est-ce qu'ils viennent vers vous directement, vous allez vers eux, comment est-ce qu'ils vous sont orientés? Une question aussi sur les consommations de substances psychoactives et notamment la consommation du THC, donc du cannabis qui majore potentiellement les symptômes, en tout cas selon la personne qui a posé la question. Comment vous arrivez à gérer c'est la question de consommation de produits et de substances psychoactives en lien ou non avec une pathologie diagnostiquée par ailleurs. Et quel lien aussi avec les missions locales, les conseillers en insertion, vous en avez un petit peu parlé. Et enfin, et je reposerai d'autres questions après si ça ne vous dérange pas, sur le logement en tant que tel, est-ce que c'est des logements sociaux dans le diffus et quelles sont les modalités de captation des logements pour les jeunes? Voilà. Concernant les astreintes, en fait, on a une astreinte téléphonique 24 heures sur 24 où les personnes peuvent appeler lorsqu'il y a un problème un peu d'urgence, ou quand ils ne se sentent pas bien, quand il y a une angoisse, un état de mal-être et tout ça. Et si, par exemple, on voit qu'on évalue par téléphone que la personne ne va vraiment pas bien, on appelle le 15, où on fait comme tout le monde dans le droit commun, ou les pompiers, les choses comme ça, et voilà. On ne se déplace pas sur les astreintes. Oui, on ne se déplace pas sur les astreintes, ça c'est sûr. Concernant les animaux, oui, on accepte les animaux. Voilà. En sachant que quand il y a une hospitalisation, on a mis en place un système avec une personne qui garde les chiens pour les mettre là, le temps de l'hospitalisation, parce que ça c'est important, parce que souvent les gens ne veulent pas être hospitalisés parce qu'ils ne veulent pas laisser l'animal. Du coup, ça coûte 6 € par jour et ça permet, on leur dit, on va les amener là, c'est à la campagne, ce qui est vrai, dans un refuge gardé par une personne très bien accueillie et tout ça. Voilà. Et je disais abîmé par la psychiatrie, c'est vrai que le terme est un peu fort, même si je défends la psychiatrie. Si vous voulez, chez les adultes, moi je trouve qu'il y a eu
auparavant, et notamment quand ils étaient jeunes, des expériences un peu négatives de la psychiatrie parce qu'ils ont été hospitalisés sous contrainte. Voilà. Tandis que nous, nos jeunes, ils n'ont pas cette expérience-là. Ils ont plutôt l'expérience de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, et du coup, c'est plus facile pour nous de les amener vers, en sachant que dans les périodes de crise, on est là aussi pour accompagner la crise, en leur disant aussi, mais tu vas revenir dans ton appartement, tu vas voir, ça va bien se passer, ou on accompagne aussi la crise, je ne sais pas comment dire, on l'accompagne, du coup on amène vers le soin de façon plus douce. De façon plus douce. Moi, il me semble que ça, c'est important. Et je trouve que c'est vraiment très différent de la psychiatrie adulte, enfin, pas de la psychiatrie adulte, des adultes qu'on a pris en charge avant dans les ACT, chez les vieux, comme je dis, par rapport à... Si vous voulez, on accompagne, c'est vers le soin avant qu'il y ait une grosse crise, quoi. Mais bon, voilà. Je trouve que c'est vraiment très différent. Je ne sais pas comment le dire. Oui, mais je pense qu'il y a quand même ce vécu, on va dire, traumatique parfois, Ouais. de la psychiatrie, mais des autres services aussi, c'est-à-dire Ouais. avec les années cumulées, les années de rue, les années de maladie, où la personne finalement se crée petit à petit l'exclusion. Les jeunes, ils ont ça aussi comme spécificité. Ils sont en lien avec leur famille. Quand on accompagne des adultes, plus personne de la famille, dans la majorité des cas, ne va avoir affaire avec la personne qu'on accompagne. Les jeunes, ils n'ont pas encore vécu ces ruptures-là. Ils n'ont pas encore vécu, quand on parle de réduction des risques, les dommages. C'est-à-dire qu'ils prennent des risques, mais ils n'ont pas encore vécu les dommages, on va dire, d'une vie. Et vraiment, l'idée, dans ce que tu dis, Brigitte, c'est d'accompagner au plus l'accès aux soins qu'on peut, en gardant ce lien un peu vers l'extérieur, pour que le vécu, on va dire, de l'hospitalisation, quelle qu'elle soit contrainte ou qu'elle soit consentie, parce qu'on essaye quand même de travailler ça en amont, que le vécu, on va dire, du soin soit le moins traumatique possible. Et on accompagne toutes les questions qui se font aussi derrière, hors hospice finalement. Parce que parfois, découvrir un traitement, c'est aussi découvrir les effets secondaires, c'est aussi découvrir que ça enlève un peu de pulsion de vie à certains endroits. Ça enlève... Et ça, c'est des choses que les jeunes ils discutent vachement sur comment adapter le traitement, comment vivre avec, comment trouver un équilibre, comment en parler à son médecin. Le médecin n'est pas... On le sait aussi avec on va dire le fonctionnement de la psychiatrie en général. C'est-à-dire que l'accès aux soins est de plus en plus compliqué et il faut de plus en plus essayer de soutenir ça, que ce soin-là puisse se faire via les CMP, via les hôpitaux, via les dispositifs privés. Donc, il y a un peu ça. Peut-être sur les questions d'orientation et de consommation de THC. Alors, l'orientation au départ sur le dispositif, avant qu'il y ait vraiment de pratique, la question de l'orientation s'était arrêtée, orientation 18-22 ans non révolue, avec l'idée que les jeunes aient moins de 25 ans à la fin de l'expérimentation. L'orientation se fait sur des critères médicaux comme sur les ACT, mais pas diagnostiques. C'est-à-dire que l'idée était de ne pas fermer l'entrée à la pose d'un diagnostic et de ne pas non plus créer, on va dire, d'identité de ce côté-là si elle n'était pas déjà faite. Donc, il y a une attestation médicale de troubles, de symptômes, de vécu psychiatrique qui est à fournir par un médecin et le médecin de la commission qui est indépendante évalue si les personnes correspondent ou pourraient potentiellement avoir les pathologies types, on va dire, des ACT. L'orientation se fait également sur une échelle de besoins, comme sur les ACT traditionnels, c'est-à-dire plus la personne a des besoins élevés, plus facilement elle rentre. Et il y a la question de la rue. Il n'est pas nécessaire d'avoir vécu à la rue pour rentrer sur le dispositif jeune, vu que l'idée, c'est quand même de prévenir ça. L'idée, c'est d'être admis, soit en fin de parcours sur un dispositif quel qu'il soit, avec un risque avéré d'être à la rue, soit sur quand la famille est un peu au point de rupture et ne veut plus héberger, ou le dispositif d'hébergement tel qu'il était. Donc ça, c'est sur l'orientation au départ.
il s'avère qu'après l'expérimentation, on s'aperçoit que cet âge d'orientation qu'on avait choisi, finalement, il n'est pas si déconnant que ça, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que les 18, 21, 22 ans sont vraiment, pour la majorité, dans la découverte de la pathologie mentale. Et donc, on accompagne ce que disait Brigitte au niveau du soin, c'est-à-dire on accompagne la découverte des symptômes, on accompagne l'angoisse qui va avec, on accompagne l'accès aux soins autant que possible, et on accompagne toutes les connexions qui se font dans la découverte des symptômes, c'est-à-dire quel effet ça a quand je prends le traitement, positif, négatif, quelle est la plus-value éventuellement d'un traitement, quelle est la plus-value éventuellement d'aller faire du sport, quelle est la plus-value du logement quand je suis à la rue ou autre. Et donc, on décortique tout ça. Enfin, c'est le jeune qui décortique tout ça et qui investit toutes ces questions, mais de manière expérientielle, pas avec une équipe, on va dire, professionnelle, qui est moins pris dans l'émotionnel aussi, parfois que la famille, parfois que les dispositifs d'amont, parce que dans les dispositifs de protection de l'enfance aussi, il y a aussi la question de la responsabilité. Nous, on vient d'un monde où on accompagne des adultes. Donc, cette question-là de la responsabilité, même si elle accompagne, on la laisse à des adultes. Et quand on s'est aperçu beaucoup sur les jeunes, on avait souvent l'impression, nous, sur les équipes, que les jeunes, ils étaient un peu dépendants, on va dire, des dispositifs d'amont. Et c'est normal, parce qu'en fait, de là, nous, d'où on vient, en fait, on accompagne des adultes. Et de là, eux, d'où ils viennent, ils sont mineurs. Et donc, il y a la question de cette responsabilité. Donc, notre position, elle était assez décalée au départ. Et finalement, on a trouvé un juste milieu sur ces questions. Donc, voilà pour un peu l'orientation. Sur la question des consommations de THC et autres, je dirais, parce qu'à Toulouse, particulièrement, on est connu du réseau Précarité Addiction, donc on a pas mal de consommation massive. Au niveau de la recherche, il y a une évaluation de ces choses-là qui se fait sur comment on le gère. En fait, comme sur les ACT traditionnels, des fois, on évalue le pourquoi la personne consomme. C'est-à-dire qu'on va le discuter avec elle. C'est la personne qui gère ses consommations. Après, nous, on va essayer d'aiguiller, de poser des briques avec la personne pour savoir à quoi lui servent ces consommations. Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles ne sont pas utiles? Est-ce que c'est des consommations de plaisir? Est-ce que c'est des consommations qui font médicaments? Ou alors des consommations qui augmentent plutôt des symptômes qui vont avoir un impact sur la vie quotidienne. Et donc, tout ce travail-là, on le fait en parallèle avec les questions de santé psy. C'est-à-dire qu'on traite les deux. Alors, il y a de plus en plus ce concept qui émerge, mais qui est bien réel. C'est-à-dire qu'on traite la question de la santé mentale et la question de l'addiction comme une pathologie duelle à prendre ensemble. Et donc ça, c'est vraiment un concept émergent, mais nous, on l'a toujours fait sans le savoir, mais on traite un peu les deux en même temps avec le quotidien de la personne et on évalue. Quant à savoir si on peut gérer ou pas, en fait, on le disait, c'est-à-dire qu'on accompagne vers de l'empowerment. Donc, il y a la question de la responsabilité. Et d'autant plus les jeunes, nous, on travaille sur ce mécanisme essai-erreur, c'est-à-dire que si la vie, on va dire, que souhaite avoir la personne, quelle que soit, absence de traitement, non-consommation, ou simplement une vie sociale qui peut être problématique parfois dans les appartements, arrive jusqu'à parfois une perte d'appartement, et ça arrive, nous, on va accompagner ça. On va accompagner ça avec, du coup, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le jeune, on va lui poser les questions, et puis on va proposer derrière, on va essayer de soutenir, on va essayer d'accéder à un relogement. Nous, c'est notre outil de travail majeur, donc on propose des relogements, et on crée une expérience de parcours logement, de manière à répéter cette expérience et qu'elle se rapproche au plus que possible de quelque chose de vivable, on va dire, dans une société, tout simplement, avec les règles de société. Mais ce qui fait barrière, c'est les règles de la société, c'est pas nous. C'est-à-dire que si la personne est consommatrice chez elle ou délirante chez elle, si ça pose pas de problème aux voisins, si ça pose pas de problème au syndic, si ça pose pas de problème au bailleur, nous, voilà, quelque part, on va pas le questionner. On va le questionner de notre place pour travailler
l'accès aux soins, la réduction des risques et tout ça, mais on ne va pas le remettre en question si ce n'est pas la société qui remet en question ces choses-là. Et vraiment, nous, c'est un point d'appui, c'est ce qui va nous permettre à la fois d'agir sur la responsabilité de la personne et une prise de responsabilité, en tout cas il y a une tentative, mais également sur la prise de conscience finalement des actes. Et donc les consommations de THC, ça rentre dans ces choses-là. Et on va essayer de décortiquer tout ça, mais au même titre que n'importe quelle consommation. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près avec Brigitte sur ces questions. Ouais, merci beaucoup, Nicolas et Brigitte, pour ces éléments. J'ai encore deux questions pour vous. Une question sur le choix de la multiréférence sur le dispositif. Pourquoi le choix de la multiréférence et un commentaire, c'est intéressant car plutôt novateur dans le travail social. Et une question plutôt sur le logement et le foncier. Est-ce que vous avez un stock de logements sous location pour un délai des 8 semaines ou vous travaillez ensuite sur l'accès et est-ce que sur la sortie du coup plutôt, est-ce que vous travaillez du coup ensuite sur l'accès au logement de droit commun? Alors, ouais, tu veux la multiréférence? Non, c'est moi. Bon, la multiréférence, ça je vais- permet quand même, si ça permet parce que on est des fois, parfois sur les chez-soi d'abord, confrontés à des situations très très compliquées, moi il me semble, et ça permet aux gens qui travaillent de souffler un peu dans les situations compliquées, quoi. Donc, on peut passer le relais plus facilement. Et puis, c'est aussi lié aux compétences de chacun. Même si quand on se présente pas forcément comme infirmière éducateur, on a des compétences et à un moment donné, on aura plus facilement besoin de travailler avec Stéphane, parce que Stéphane, il a ses connaissances de la psychiatrie, le médiateur de santé père. Parfois, on dit, tiens, ça c'est bien qu'il y aille. Parfois, ça serait bien que Brigitte y aille, parce que vraiment, là, à ce moment-là, il y a des troubles psy importants. Ou Kader, l'éducateur, parce qu'il sait faire du bricolage. En fait, ça permet ça, la multiréférence, quoi. Et ça permet aussi de ne pas s'enfermer dans des accompagnements qui sont compliqués parfois. Voilà, ça donne du souffle aussi aux personnes qui accompagnent. Voilà. Parce qu'on n'est pas nombreux dans l'équipe et en plus, on est vite repéré. C'est ça. Et il y a la question de la multiréférence, elle est inscrite aussi à l'origine dans le programme comme un outil de travail. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de garder, on va dire, un lien qui ne soit pas trop proche, on va dire, ou trop transférentiel pour la personne, qui permette aussi un travail vers l'extérieur, vers le droit commun. Dans la question de la psychiatrie, parfois, il peut y avoir des persécutions ou des transferts massifs qui sont problématiques. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille en binôme et en multiréférence aussi pour jouer sur ces mécanismes de transfert-là et de contre-transfert également. Hein, voilà. Donc, c'est un outil qu'on conserve voilà, sur ces questions-là, même si effectivement les jeunes ont cette attache parfois un peu plus forte, moi je trouve, avec les personnalités adultes. Ouais. C'est un peu ce que tu disais quand tu disais que la personne adulte existe encore pour eux en termes de référence vie. Il y avait la question des logements. Alors, sur les logements, Solia est un gros bailleur sur le territoire. La captation, l'équipe gestion locative, la captation se fait au long cours, c'est-à-dire qu'on capte, même quand on est en file active complète, on capte des appartements pour éviter aussi la stigmatisation liée aux appartements, parfois quand il y a eu des difficultés, c'est-à-dire qu'on en arrête certains et on en capte des nouveaux, quand il y a eu des personnes dans des situations très complexes sur certains appartements et que les voisins sont un peu trop stigmatisants. Donc, la captation est quand même régulière. Sur la montée en charge du dispositif, au début, on n'avait pas tous les jeunes, donc tout le monde s'est collé un peu à aller sur le bon coin, informer les propriétaires, faire de l'information et essayer de voir si on pouvait capter des appartements. Et donc, la montée en charge, donc le dispositif jeune, c'est 50 places, c'est fait sur 2 ans, en gros.
On a fait une trentaine ou 35 la première année et le reste la deuxième année pour les appartements. Et après, on a toujours plus d'appartements que de jeunes pour permettre, on va dire, les mouvements dans le dispositif, que ce soit pour les déménagements, que ce soit pour les relogements, quand il y a des parcours particuliers. Donc, on a toujours un peu plus. Ou quand il y a des travaux spécifiques, voilà, on se sert du logement comme d'un outil aussi. Parfois, on a des logements qui sont temporaires, pour des périodes spécifiques. Voilà, donc on a un peu tout ça. Et tout ça, c'est géré plus ou moins par Solia, à part au début de l'expérimentation. Il y avait la question des ressources. Oui, la question des ressources. Ouais. Les ressources, alors c'est pas du tout, on est sur un accès inconditionnel, hein, donc le cahier des charges prévoit de ne pas facturer plus de 30% des ressources de la personne. Donc si elle a 0, on facture 0. Donc voilà, c'est vraiment la gestion locative adaptée. Par contre, on est sur un dispositif, donc on va reprendre les bases, c'est-à-dire que si la personne a 0, ben, pourquoi elle a 0? Est-ce qu'elle est en formation? Est-ce qu'elle peut travailler? Est-ce qu'elle ne peut pas travailler? Si elle ne peut pas travailler, pourquoi? Est-ce que c'est la maladie? Et du coup, on va faire ce travail d'accès aux soins ou à la reconnaissance de handicap parfois. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a du déni, il y a du va-et-vient vers le soin, il y a du va-et-vient vers l'administratif. Et donc, on fait tout ce travail-là. Mais par contre, l'idée, c'est de rester en dynamique. S'il y en a pas, on va travailler pour accéder à une ressource, quelle qu'elle soit. Mais ce sera soit vers l'emploi, soit vers… voilà. Et ce travail-là, on le fait aussi à partir de la réalité, c'est-à-dire, est-ce que tu payes ton loyer? On pose la question. Non. Mais pourquoi tu ne payes pas ton loyer? Et parce qu'attention, on est dans un dispositif, mais après, la réalité, c'est aussi ça, c'est payer un loyer. Et donc, on construit cette réalité-là et on s'adapte à là où la personne en est et avec la temporalité qui est nécessaire. Et c'est valable sur tous les aspects, on va dire, de l'accompagnement de cette règle-là qu'on va essayer de construire. C'est pour ça qu'on insiste vachement sur le plateau technique adaptable, sur la multiréférence. C'est vrai que les professionnels sur les équipes, c'est des professionnels personnes. Il n'y a pas que des compétences, on va dire, de diplôme ou de choses, c'est des personnes qu'on invoque sur des compétences qui sont à la fois individuelles ou professionnelles. Un médecin qui va chez quelqu'un, un médecin psychiatre, mettons, qui va chez quelqu'un qui monte une étagère, mais ça peut faire une médiation pour parler de la maladie, de traitement, repérer qu'il y a des tremblements, des choses comme ça. Et du coup, c'est des outils auxquels on tient au quotidien et qui sont pour nous vraiment l'essence du travail. Donc, voilà. Après, ce qui nous permet aussi qu'ils aient le logement, si tu veux, c'est parce qu'en fait, ils ont quand même, on a une subvention de Toulouse Métropole qui finance quand même les logements quand il n'y a pas de ressources. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et alors, on est vraiment sur des bailleurs quasiment 100% privés. Je crois qu'on a un logement social chez les jeunes, il y en a un peu plus chez les ACT adultes. Après, par contre, on commence à vraiment construire des partenariats. Donc là, il y en a un qui s'officialise vraiment avec les chalets à Toulouse sur la question de l'accès HLM. Mais là, c'est plus dans le travail vers l'après. Donc, on a quelques jeunes vraiment qui construisent des parcours spécifiques. On a à Toulouse, alors à Lille, ils avaient fait le choix d'inscrire très directement sur les accès HLM les jeunes, c'est-à-dire dès qu'ils arrivaient. Nous, on le fait aussi avec, en fonction de là où en est le jeune, parce que c'est vrai qu'au début, ce n'est pas toujours évident de forcer un peu les démarches administratives. Donc, on attend un peu qu'il y ait une volonté d'accéder au logement HLM ou à autre chose, et on fait une inscription, en prévision parfois, en se gardant la possibilité de ciploter, c'est-à-dire de mettre des critères de priorité qui vont avec la santé et le parcours du jeune, ciploter quand le jeune est vraiment prêt, c'est-à-dire quand lui envisage de construire un peu sa vie ailleurs et peut-être sans nous. On a la possibilité d'accompagner l'accès à un logement, malgré le fait que le jeune ne soit plus sur un logement Solia. Donc, ça nous permet de tisser un peu le passage vers l'après. Merci beaucoup, Brigitte et Nicolas. Il y a encore pas mal de questions, mais je pense qu'on n'aura malheureusement pas le temps de
toutes les aborder, mais je vois qu'il y a des questions qui reviennent quand même sur est-ce que vous accueillez des personnes en situation administrative précaire ou en situation irrégulière et comment ça se passe. Et par ailleurs, vu qu'il y a pas mal de questions sur le financement, sur là où est le chez-soi, là où il ne l'est pas, j'aimerais quand même faire une petite précision. Le chez-soi d'abord, c'est un programme spécifique. Je peux peut-être laisser Jean-Marc en parler plus tard, puisqu'il a été concerné par la mise en place du chez-soi par Aurore à Toulouse, mais dont la déclinaison pour les jeunes est expérimentale aujourd'hui et que dans 2 villes officiellement, à Lille et à Toulouse, il y a des chez-soi jeunes qui n'emportent pas le nom, qui se montent un petit peu dans d'autres territoires. Il s'agira de voir s'ils rejoignent l'expérimentation globale du chez-soi jeune qui est portée par la DIAL. Et je peux peut-être laisser Jean-Marc préciser un petit peu aussi ce que c'est le chez-soi généraliste globalement. Et juste en précisant qu'il y a d'autres déclinaisons du chez-soi, en effet, en zone rurale, en ville moyenne aussi, il y a d'autres déclinaisons du chez-soi d'abord classique, par ailleurs. Le chez-soi jeune, enfin, le chez-soi jeune est une émanation du Housing First de 2011, puisque l'expérimentation, comme le disait tout à l'heure Nicolas, a commencé dans cette période de 2011-2012. Je sais qu'à Paris, on l'a ouvert en 2012 et c'était le dernier lieu d'expérimentation. Il s'adressait plus particulièrement au départ à un public à la rue avec des symptomatologies psychiatriques sévères, telles que c'était marqué dans les documents, à savoir les troubles schizophréniques, les troubles bipolaires avec ou sans addiction. Voilà. Donc, quand on additionne la rue, la schizophrénie, la bipolarité et les addictions ou pas, on voit bien quel était vraiment le public, si je peux m'exprimer, public cible. L'expérimentation s'est déroulée sur 3 à 4 ans, suivant les sites. Elle a donné des résultats positifs dans plusieurs niveaux, à savoir que le logement étant priorisé, on s'est aperçu qu'avec ce logement, c'est donné une base d'assises pour mettre ensemble l'ensemble des services correspondant aux besoins des personnes, que ce soit aussi bien des soins somatiques que des soins psychiatriques, mais aussi de l'insertion sociale. Moi, j'ai quitté le programme en 2014 puisque je suis parti en retraite, mais je sais qu'il s'est poursuivi dans ce sens-là. Ce que je retire, c'est qu'au tout début, ce dispositif avait été très mal vu par la psychiatrie publique. Même il y avait des montées au rideau des syndicats en disant que c'était leur travail de faire ça. Néanmoins, ce n'était pas fait. Moi, j'ai été biberonné à la psychiatrie de secteur. J'allais au début de mes expériences professionnelles, comme on appelait, en HAD, c'était au centre de santé mentale du 13e arrondissement. Donc, l'Allée Vert, moi, j'ai été biberonné avec ça. Et tout au cours de ma carrière professionnelle, c'était un petit peu ce qui me guidait. Et j'ai été très content à la fin de terminer par un chez-soi d'abord. Donc, je suis revenu un petit peu à mes sources et je trouvais particulièrement pertinent ce dispositif. Bon, Nicolas et Brigitte n'ont pas eu le temps, mais il y a aussi l'introduction des médiateurs sans des pairs qui était vraiment une originalité pour le secteur psychiatrique. Autant dire qu'en psychiatrie publique, au tout départ, ce n'était pas très bien vu. Et je me rappelle qu'en ce qui concerne des rencontres avec des professionnels de la psychiatrie, lorsque nous allions, soi-disant, enfin, a priori pour des synthèses, on avait beaucoup de mal à ce que la personne concernée siège ou vienne avec nous durant cette synthèse, alors qu'il s'agissait d'elle. Et les professionnels de la psychiatrie ne comprenaient pas pourquoi il y avait une médiatrice santé père. Et parfois, dans les comptes rendus, il a catalogué comme assistante sociale. Alors, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est dire les résistances auxquelles nous avions affaire à ce moment-là. Les choses ont évolué assez rapidement et je trouve que c'est bien. J'ai entendu tout à l'heure Nicolas parler de tapage. Alors, nous savons, enfin, beaucoup d'administrateurs et à la face, on sait quand même pas mal ce qu'est le tapage, mais est-ce que tu pourrais préciser, puisque nous avons appris qu'il y avait à peu près 400 personnes d'inscrites, je ne pense pas que toutes soient issues de notre fédération. Est-ce que Nicolas ou Brigitte, vous pourriez décrire un petit peu l'originalité de tapage, quelle est sa spécificité
et quels résultats cela peut donner. Voilà, donc, en conclusion, je redonne la parole à Nicolas et Brigitte. J'avais des questions en direction de Marianne, mais au cours des échanges, ça a été traité, donc je ne vais pas revenir de manière redondante sur des mêmes questions, ça ferait perdre du temps. Donc je passe la parole via Hugo à Nicolas et Brigitte pour nous donner un petit peu ce qu'est Tapage. Merci. Merci à tous, merci à toutes les intervenants et à tous ceux qui nous ont suivis au cours de ces 2 heures. Je te dirais quand même, avant de passer la parole, qu'il y a quand même des sites importants. Vous avez le site du Psycom, qui est peut-être parisien, mais enfin, vous y trouverez beaucoup de renseignements. Je rappelle quand même qu'avec le Psycom, 1 fois par an, il y a les semaines d'information pour la santé mentale qui se dérouleront cette année du 9 au 23 octobre. Pourquoi cette amplitude? C'est que le 10 octobre, c'est la journée mondiale pour la santé mentale. Je rappelle aussi que la FAS fait partie du COPIL, au même titre que la Mutualité sociale française, la MGEN, des élus locaux, l'UNAFAM, la FLAPSI, l'Advocacy et autres. Et puis, l'Association nationale des maisons des adolescents. Comme j'en parlais tout à l'heure, je tiens à boucler avec cela. Et peut-être que nous aurons l'occasion ultérieurement, peut-être dans 1 an, de faire un autre webinaire sur ce sujet en associant bien sûr Patrick Cotin, le président d'honneur de l'Association nationale de la maison des adolescents, ainsi que la Fédération des lieux de vie et des lieux d'accueil, et nous trouverons sûrement d'autres intervenants. Je vous remercie tous et merci Hugo pour la prestation et les supports que tu nous as amenés pour ce webinaire et toute ton implication durant les 4 ans. Donc, Nicolas et Brigitte pour Tapage, merci. Eh bien oui, Tapage. Tapage, travail payé à la journée. En fait, alors à Toulouse, c'est un dispositif qui est porté par le CARUD de Clément Cisor, donc on connaît bien, on travaille à proximité avec eux. L'idée, si je ne me trompe pas, il y a 3 phases, mais l'idée, c'est d'accéder à des emplois plutôt que de faire la manche pour des personnes qui sont consommateurs de produits divers et variés. Donc, il y a vraiment cette question de la consommation. Et donc, Tapage, il propose des chantiers réguliers et après, avec éventuellement la possibilité, on va dire, à un accès emploi plus poussé en respectant ces 3 paliers. À Toulouse, sur le chez-soi jeune, donc Tapage, je crois que les jeunes, ils sont payés à peu près 10 € de l'heure sur les chantiers. Ça se fait sur des demi-journées ou des journées avec des entreprises locales. Le dispositif négocie des contrats et puis ils y vont avec une équipe de jeunes et un encadrant, éduc ou autre, pour faire les chantiers. Nous, à Toulouse, sur le chez-soi jeune, on travaille pas mal avec eux parce qu'on a pas mal de jeunes qui vont être orientés par le réseau Précarité Addiction. Et du coup, on a pas mal de consommateurs. Donc, on a quand même pas mal de jeunes qui font des accès à l'emploi comme ça, un peu adaptés à leur parcours, qui vont sur des chantiers plus ou moins régulièrement en fonction de leur capacité. Et qui arrivent à se faire un peu d'argent, un peu de ressources comme ça pour vivre quotidiennement. Donc voilà, ça reste une première marche parfois pour un accès à un parcours un peu plus continu, on va dire. Et ça permet, Tapage, justement, ça permet aussi cette question-là, des allers-retours, voilà, d'y aller quand on en a besoin, quand on a envie, et de pouvoir arrêter aussi quand il y a besoin de se mettre en retrait, quelle que soit la question pour la personne. Donc, c'est des dispositifs qui sont assez facilitants. Je crois qu'il y a aussi le dispositif Premières Heures, je pense, avec l'association APAD, mais que je ne connais pas bien, on avait essayé de mobiliser, mais on n'avait pas réussi à ce moment-là. Voilà, mais ça fait partie des accompagnements spécifiques qu'on met un peu du côté de l'emploi, parmi d'autres. Merci. Merci beaucoup, Nicolas et Brigitte. Du
on arrive à la fin du webinaire, donc c'est le moment conclusif. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre participation au webinaire, mais particulièrement évidemment aux intervenants et intervenantes. Merci beaucoup Marianne et Clara d'avoir pu présenter le guide Aller vers, aller mieux qu'on retransmettra évidemment à l'ensemble des participants. Merci Nicolas et Brigitte d'avoir présenté aussi le Chez Soi d'abord jeune, qui est une belle expérimentation et comme je le disais en début de webinaire, qu'on espère voir grandir et se multiplier. Merci à toi Jean-Marc aussi évidemment pour l'introduction. On fera de la newsletter de la fédération un article sur le webinaire où on recensera les ressources qu'on a évoquées. Et potentiellement les différents supports également. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous invite du coup à suivre la newsletter fédérale pour les autres webinaires qu'on fera sur d'autres types de publics accompagnés par les associations du réseau de la fédération ou sur d'autres types de secteurs aussi. Et voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Merci beaucoup Hugo et merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.